Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk pour un nouveau talk show d'une heure à parler de l'Olympique de Marseille. On va découvrir tout de suite le sommaire de cette émission qui nous attend. On parlera évidemment de ce qui se passe autour de la rumeur Zubizarreta. Maxime Lopez se paye une petite une de Mundo Deportivo. On parlera de la rumeur barcelonaise. Payet est de retour. Est-ce que ça va changer des choses dans le jeu de l'Olympique de Marseille? Rudy Garcia qui d'ailleurs aura beaucoup d'absents pour ce match. Quelle composition va-t-il faire face au Rennes de Christian Gourcuff? C'est un petit peu ce qui va nous occuper, Babou. Aujourd'hui, bonsoir Fabrice Celeski. Salut les gars. Comment ça va depuis cette soirée mercato mouvementée? Ah, il s'en est passé des choses. Ben écoute, ça va, ça peut aller. Moi, je suis pas si déçu que ça, donc ouais. moi tout va bien. À côté de toi, Kevin Kribisch, qui va nous montrer qu'il est bon aussi sur autre chose que le mercato. J'espère bien. Ça va, Kevin? Salut, ça va, impeccable. Vainqueur de la Talk Academy saison 1. Tu as vu qu'en ce moment, il y a la saison 2. J'ai vu ça, ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, là, en quelques mots? C'est super cool, ça fait plaisir. Écoute, ça fait un vent de fraîcheur un peu avec des jeunes et des moins jeunes qui tentent leur chance. Je me rappelle comme si c'était hier quand j'ai fait cette émission, donc c'est cool que des nouvelles personnes se lancent. Tiens, on va faire une annonce d'ailleurs, puisque la finale, c'est dans quelques semaines encore. Et tu seras sur le plateau en ma compagnie et avec le membre vainqueur de l'équipe de Romain Canuti, celui de René Malville et celui de Sébastien Volpe. Bonsoir Romain, même question. Tiens, puisqu'on parle de ça, comment t'as vécu cette expérience? Je revois là parce que les épisodes sont diffusés au compte-gouttes sur le site du Phocéen. Je revois avec beaucoup de plaisir, ça me rappelle les moments, on avait passé une très bonne journée. J'en profite, je sais plus si on l'a fait, on l'a pas fait, et si on l'a pas fait, c'est une grande erreur. Pour saluer, il y en avait un qui était parti en plein milieu de son audition. Et on avait essayé de le rattraper, il était parti trop tard. Le track l'avait emporté en fait, puisque c'était une audition pas facile sur cette édition. On était siège retourné. Et le track l'avait emporté, il a bafouillé, il s'est dit j'ai raté, il a posé le micro, il est parti. Et on était super déçus pour lui. On lui rappelle qu'il vient quand il veut voir un talk ici, assister à un talk en tout cas ici et rencontrer un peu toute l'équipe. Je sais que ça fera très plaisir aussi à René. Voilà, je suis à sa place, je me suis obligé de faire le porte-parole de ces nobles causes. Et à côté de toi, pour représenter les supporters que René ne représente pas ce soir, DJ Soon. Bonsoir à tous. Comment ça va, DJ Soon? Ça va. The real. The real. Le vrai, pas Quoi, le fake. Il y a un fake? Non. Et Romain nous disait avant l'émission que tu avais un petit côté Mitroglou aussi ouais, il m'a dit tout à l'heure quand je suis arrivé avant de me faire maquiller, à développer. Je vais laisser pousser la barbe un peu plus. Faire 2-3 tatouages en plus aussi, histoire de... Alors pourquoi on est de bonne humeur? Parce que on a appris un truc il y a quelques minutes qui nous met plutôt en joie, hein. Le départ de Thomas Subokan. C'est cool pour lui. Et juste avant l'émission, je vous ai fait un petit piège, je vous ai demandé de vous remémorer le meilleur moment de Thomas Subokan à l'OM pour vous. Voilà, c'est un truc de salaud. Vous aussi, si vous avez quelque chose de très bien sur Thomas Subokan, #LiveTalk, participez avec nous, posez vos questions d'ailleurs. Facebook, Twitter, le forum, vous en avez l'habitude. Romain, le meilleur moment du Bocan? Allez, je vais dire l'avant-dernière journée, quand on va à Bordeaux l'an dernier, donc c'est le match décisif pour la qualification en Europa League. Il joue arrière droit. Pour la première fois à l'OM. Pour la première fois à l'OM. Et on fait match nul là-bas et il tient le poste contre toute attente. Avant le match, on s'est dit putain, Ubokan arrière droit, ça va être dur. Et au final, la tenue, donc c'est peut-être le meilleur souvenir. Un souvenir avec quand même un gros bémol, parce que si je me souviens bien, on peut regarder les notes de ce match-là, je crois que c'était quand même le moins bien noté de toute l'équipe. C'est possible. Mais il devait tourner autour d'un 5, voilà. J'ai regardé, il a fait 17 matchs à l'OM, si on compte même les matchs du début de saison. Et c'est vrai que de dire vraiment un bon match, il y a 2-3 matchs corrects, mais un bon match, moi j'en ai pas trouvé. On va voir si DJ Soon a un bon souvenir du Bocan. Moi, mon meilleur souvenir, je reste sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est la passe décisive pour l'attaquant rennais contre Rennes, le fameux 3-2, on menait 2-1. Giovannicio. Magnifique. Très beau, voilà. très beau. Dans la course, c'est pas cool. Ouais, parfait. Il a plu un champ, il a pris une pelle, il a enterré sa carrière. Voilà. Mais non, en fait, il a ouvert la tombe. Et puis après, il a fait le penalty avec un tac dégueulasse. Et là, il s'est mis dedans. L'ensemble de son œuvre sur ce match-là, magnifique. Exactement. Babou, ton meilleur souvenir de Thomas Subokan? Alors, je crois que mon meilleur souvenir, c'est son premier match. Tout simplement parce qu'en fait j'y croyais encore à ce moment-là. Je me suis dit c'est bon, c'est un gars, ça est international, ça va le faire et tout. Et aussi parce qu'en fait je me rappelle pas beaucoup de ces matchs. J'ai beau chercher, je le vois pas faire d'action très Kevin, le piège là parce que t'arrives en 4ème en plus. Ouais, non, c'est un peu comme à la fin de Monaco. Il y a pas de latéral gauche, sincèrement pas de souvenir, plutôt déçu pour le joueur. Il est pas arrivé avec un grand statut, mais c'est quand même un joueur international qui avait une polyvalence intéressante.
intéressante, mais du coup, finalement, ça n'a pas marché chez nous, donc bon vent pour la suite. Peut-être un match à Bastia arrière gauche. Je crois que c'est l'une des poivrons qu'on utilise là-bas, et je me rappelle qu'il fait un match assez solide dans le couloir. Je crois qu'il est blessé. Ah oui, après il se blesse. Je crois qu'il fait les 3 matchs d'avant, il est pas mal effectivement au poste d'arrière gauche. Voilà, et qu'après, avant d'aller à Bastia, on se dit qu'il manquait, que là on se dit qu'il manquait Saint-Etienne qu'il est pas mal. Je crois que c'est à Saint-Etienne. C'est plutôt ça, c'est que c'est juste avant. Je revois des images de lui aussi, un gars capable aussi de se faire éliminer dans la surface et de continuer à défendre avec la tête dans les pieds d'un défenseur. C'est une certaine mentalité. Mais j'ai vu sur Twitter, il faudrait la retrouver, une vidéo YouTube avant qu'il signe à l'OM, genre les Thomas Ubokan Skills. Et tu vois la vidéo, tu te dis, mais qui c'est ce nouveau Sergio Ramos? Il va chercher des mecs, détails de la transaction avec Trabzonspor quand même. C'est un prêt avec option d'achat de 1,1 million. C'est le prix qu'on avait acheté, tout simplement. Merci, monsieur Labrune. Et prépayant de 250 000 €, ce qui permettra de payer. Je suis des chips. Des chips dans le car. Voilà. Mettre un peu des tickets restaurants comme ça pour tout le monde. Ça et là. En un mot, on va pas faire toute l'émission sur Ubokan, mais pour vous, c'est une bonne nouvelle ou il va manquer quand même dans cet effectif? Non, mais vraiment, j'insiste, et désolé Romain de te rappeler cet épisode à chaque fois, il faut que ça nous serve de leçon, parce qu'à chaque fois qu'on regarde des mecs qui jouent en Turquie, en Russie, dans les gros clubs un peu, ou aux Pays-Bas, on est toujours là à les regarder un peu avec envie, à se dire ouais, lui on le prendra à l'OM, ça marcherait forcément et compagnie. Et Ubokan, on a vu, c'était un défenseur du Zénith Saint-Pétersbourg, passé par le Zénith, au Dynamo, tout ça, international slovaque, machin. Et on a vu qu'une fois à l'OM, même en CFA, le match qu'il a fait en CFA, c'était très difficile. Donc, raconte-nous. Il faisait des dégagements, chandelle en touche, voilà, il s'en bat. Super pro, nickel, premier arrivé, enfin voilà, très, très consciencieux. Mais voilà, il sait que dégager, il l'a fait même au 4e. Oui, juste pour terminer, c'est un concurrent là-dessus. Voilà, sur le Mogan, mais c'est vrai, il a raison de ce qu'il dit Romain, c'est des joueurs que tu peux rencontrer, ce qu'on disait en Europa League. Du coup, ce type de défenseur assez rugueux, dur sur l'homme, et qui marche bien dans un certain style d'équipe. Peut-être très défensif, ou voilà, ils sont mis avec un bloc bas déjà, voilà, parce qu'il va pas vite. Et c'est là qu'on se dit, voilà, c'est comme il dit Romain, c'est pas mauvais, c'est un bon défenseur, mais finalement, quand tu arrives à l'OM, on attend autre chose, voilà, que ce soit dans la relance, dans la vitesse, dans le truc de et du coup, c'est peut-être pas fait pour nous. C'est un truc qu'il faudra s'en souvenir. Voilà, c'est un truc qu'il faudra se souvenir quand dans un an, s'il fait une saison monstrueuse à Trabzonspor et il lève l'option d'achat, que personne ne soit tenté de se dire, on passe à côté d'un renfort défensif, il s'est totalement relancé, voilà. Calmons. Tiens, Ludo, le meilleur souvenir du Bocan aujourd'hui, il se barre. Pas mal. Soun, tu voulais rajouter quelque chose? Pas grand chose. Moi, j'ai juste l'impression que c'était un joueur du siècle dernier. Il me rappelle le football de papa, avec les shorts courts, la bedaine, la petite moustache et tout ça. Le manque de vitesse. Mais maintenant, les centraux, c'est quand même plus. C'est difficile quand il y a un tel manque de vitesse et de vivacité ou, je sais pas, d'anticipation d'être défenseur central de nos jours. C'est vrai que les vidéos, tu avais l'impression de voir Sergio Ramos, pas du tout. Pour finir, Babou, il faut aussi peut-être se méfier des joueurs qu'on a l'impression qui sont bons dans les grandes compétitions comme l'Euro, puisqu'il avait fait un Euro correct avec la Slovaquie. Ça me fait penser à Origi, qui avait été très bon avec la Belgique et que Liverpool avait acheté sur un coup de tête très très cher. Il faut se méfier, sur 3 matchs, ils peuvent être bons les mecs, et derrière, non? Faut se méfier, mais on n'est pas à l'abri d'un Origi parce que ça reste un joueur jeune. Je pense qu'un Ubokan, c'est fini, et je pense que même si on a beaucoup critiqué la direction pour le mercato, mais ce genre de joueur, ça devrait plus arriver à l'OM parce que 30 ans, un joueur comme ça que tu connais pas trop, tenter un pari avec un joueur de 30 ans, ça devrait plus arriver. Je pense pas. Après, il a coûté 1 million d'euros, il repart pour 1,1 million. Il repart pas encore. Hein. C'est une option d'achat qui n'est pas obligatoire. Attention. Bon. Et il revient, si ça se passe bien, il revient en 2018. Donc il y aura un embouteillage dans la défense centrale. Voilà. Merci Thomas. En tout cas, on va passer un petit peu au football maintenant, et avec la deuxième partie. Quoique, c'est pas vraiment du football, ce sont les rumeurs autour d'Andoni Zubizarreta. Et oui, dans ce mercato animé, ces dernières heures que l'Olympique de Marseille a vécu, il s'est passé quand même beaucoup de choses autour de Rudy Garcia, d'Andoni Zubizarreta. Et l'équipe a sorti une déclaration d'un agent qui tourne autour de l'Olympique de Marseille, proche du club. Ça, c'est toujours bien l'agent qui tourne autour. J'avais pas le proche du club, j'avais qui tourne autour dans ma tête, mais c'est à peu près pareil. Il va quitter l'OM et ça arrange tout le monde à propos d'Andoni Zubizarreta. Alors, qu'est-ce que le Phocéen a fait, Romain? On a essayé de vérifier ça auprès de Jacques-Henri Hérault. Ce matin, dans la une sur notre site, vous pouvez retrouver une déclaration du président de l'OM. Andoni est quelqu'un de remarquable et il n'y a absolument aucun problème. Ce sont des rumeurs à la noix. Et la meilleure façon de les légitimer serait de réagir
ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Donc pas de commentaire, petit commentaire quand même. Mais voilà, on a compris en tout cas. D'après Jacques-Henri Hérault, pas de problème. Romain, est-ce que c'est aussi simple que le dit le président de l'Olympique de Marseille ? Imagine qu'il y a vraiment quelque chose, il va pas te dire oui, bon, bah, ils se sont mis sur la gueule. Il y a eu des tensions, mais des tensions comme tu en trouves dans n'importe quel club. Entre un directeur sportif et un entraîneur, ça arrive dans tous les clubs. Ou dans n'importe quelle entreprise entre deux collaborateurs à un moment donné. Évidemment, tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est si tu es dans ton métier dessus au bureau. Ah bon, voilà. Ça arrive très fréquemment. Quand tu es dans la recherche des objectifs et de tes prérogatives, forcément, avec une personne, tu essaies de convaincre l'autre de tes idées. Il peut avoir comme ça des soucis. Le problème concernant l'Olympique de Marseille, parce que quand je dis ça arrive à tous les clubs, il y a une partie où ça arrive qu'à l'OM, c'est que ça se sait très rapidement. C'est-à-dire que la première fois que Zubizarreta et Garcia ont commencé un peu à hausser le ton lors d'une discussion, personnellement, on me l'a rapporté très rapidement. Moi, ça me dérange. Je vais pas faire de la rétention d'informations. On l'a dit de suite sur le Phocéen. Tout à fait. Là où ça me dérange, c'est que je me dis, le circuit, et il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ça se passe mal entre les deux. Entre guillemets. Des personnes à l'interne, tu vois dire. Des personnes à l'intérieur du club. Et les agents, surtout parce que dans le tout le monde, ça fera plaisir à tout le monde. Moi, ça me fait rigoler parce que le tout le monde, il est très vaste. Est-ce que ça veut dire ça fera plaisir à l'intérieur du club ? Moi, je pense que surtout, ça va faire plaisir à pas mal d'agents qui ont plus forcément leurs entrées parce qu'avec Andoni Zubizarreta, il est un petit peu indépendant et voilà. Donc, je pense que ça fait pas plaisir à beaucoup de monde, mais du monde qui gravite aussi autour et qui veut manger un peu. Et qui est toujours proche du club. C'est pour ça qu'ils sont toujours proches du club. Du coup, on peut les citer comme des agents proches du club. Voilà, c'est un petit décryptage. Est-ce que tu as peur qu'Andoni Zubizarreta quitte le club ? Ou est-ce que s'il quitte le club, bon après tout, c'est pas grave ? Non, je pense pas qu'il va quitter le club tout de suite. Bon après, le président fait de la communication de président, il protège son club et son directeur sportif parce que c'est quand même lui qui l'a choisi. Après, Zubi, il commence à peine son boulot. Comme a dit Babou très justement, je pense qu'il pose problème à pas mal de personnes parce qu'avant on se retrouvait justement avec des joueurs comme Ubokan ou d'autres phénomènes du football moderne qui rejoignaient l'OM, on ne sait pas trop comment. Et maintenant, même s'il y a des mécontents, et on peut être mécontent sur 2-3 trucs, on a quand même eu un mercato qui est de qualité. Je me rappelle pas d'un mercato aussi sympathique à l'OM depuis quand même quelques années, à part des coups comme Michi, etc. Mais bon, l'an dernier, c'était l'horreur complète, quoi. Là, on a récupéré des joueurs plus ou moins solides. Après, on a quelques lacunes. On s'est vraiment renforcé, je pense, sur l'ensemble, donc je ne crois pas du tout à cette rumeur de Zubi Delors. Voilà, clairement, il n'y a plus ce joueur qui est recruté à la fin du mois d'août, on ne sait pas trop comment. Mais le seul qu'on disait, c'est un peu Certic, mais ça date de l'hiver, quoi. C'est le seul l'hiver. Certic en fait partie. Je parlais de ce mercato. Pour moi, Certic, c'est la définition pour dire que ça ne me concerne pas et pour pas toujours dire les anciens, c'est des méchants. Certic, c'est vraiment l'illustration parfaite. Un mec à qui est resté 6 mois de contrat, que personne ne voulait, que tu recrutes, que tu achètes même. Que tu achètes, alors que la seule autre proposition qu'il avait, c'était en MLS. Voilà, ça c'est la définition même d'un. Le problème, c'est qu'après, dans ce type de joueur, comme tu dis, il faudra éviter à l'avenir de faire ces erreurs-là parce que c'est au-delà du transfert qui est peut-être pas très cher. Le problème, c'est que c'est une question de salaire. Je pense pas qu'il est mieux qu'un petit salaire Certic à l'Olympique de Marseille. Voilà, des joueurs de cet âge-là, de 29, 30 ans, 31 ans, souvent, qui sont un peu connus, comme tu dis, voilà. Du coup, coûte cher pour les finances. Et voilà, il n'y a pas intérêt à avoir des joueurs comme ça qui peuvent bloquer aussi la progression de certains jeunes derrière en mettant des joueurs comme ça dans les pattes. C'est ce que tu n'as pas eu ce mercato. C'est là où c'est intéressant. Moi, quand je vois beaucoup de gens qui me disent pourquoi on n'a pas recruté Vainqueur, là, Vainqueur, ça aurait été le remplaçant de Luis Gustavo. Pour une fois, entre guillemets, on fait en sorte de laisser la place à un jeune dans la on bloque pas une masse salariale, une partie de la masse salariale. Moi, je trouve que dans l'idée, c'est pas mal. Reste à se confirmer sur les dossiers supposés de grands joueurs. Mais après, là, on est clairement dans cette... je voulais juste dire sur ce truc, Zubi Garcia, il y a beaucoup de fantasmes. On a toujours eu ça à l'Olympique de Marseille. Souvenez-vous, même à l'époque, je vais te donner une idée, quand il y avait les cambriolages, on était toujours là à se dire ah ouais, c'est les joueurs qui sont venus par tel mec à l'OM qui sont cambriolés, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est l'autre qui... Voilà, là ça recommence cette idée de fantasme. Les joueurs recrutés à l'OM ne se le sauraient qu'avec l'aval des agents de Garcia qui seraient omniprésents, qui auraient repris le club, qui dirigeraient le club en sous-main. Et on te cite en exemple Adil Rami, et alors que voilà, si ces manœuvres-là existent, Adil Rami par le passé et encore à ce mercato a refusé d'avoir ces personnes-là en agence. D'autant qu'Adil Rami était un joueur que Zubizarreta aime plutôt beaucoup dans le profil. Voilà, donc voilà. Attention, c'est pas parce que
voilà, c'est pas parce que Adil Rami a joué avec Rudy Garcia que donc c'est les agents de Rudy Garcia qui ont mis la main, qui ont fait un transfert, qui se sont goinfrés. Calmez-vous là-dessus aussi. D'ailleurs, il n'y a pas tant d'anciens de Rudy Garcia dans l'équipe. Si tu regardes bien, il y a Payet, il y a Rami. Oui, voilà, et puis quand Payet il vient, je pense que tout le monde, personne tout le monde dit il reprend tous ses anciens, tout ça. Les Debuchy, tout ça, c'est resté des rumeurs au final. Donc, et tant mieux d'ailleurs. Voilà, faut peut-être pas jeter non plus la pierre. C'est pour ça que voilà, tous les trucs. Diego Costa, on le refuse et compagnie. Regardez où il final, Diego Costa où il est. Giroud, mais Giroud, Giroud, il est pas allé ailleurs, il est resté à Arsenal. Non, il avait tous ces gros joueurs, machin. Ces mecs, quand ils ont dit non à l'OM, ils ont dit non aux autres aussi. Donc faut bien mettre tout en perspective. Fabrice, comment tu juges toi ce qui se passe autour de Zubizarreta, Garcia? Rappelle-toi, il y a un mois, le rapport était inverse. Tout le monde disait ouais mais ils sont où les joueurs de Zubi, les pépites de Zubi, elles arrivent pas. Et là en ce moment c'est ouais mais Garcia a bloqué Zubi, il faut laisser travailler Zubi quoi. Comment tu juges ce renversement quand même je pense des polarités? Encore une fois que dans cette nouvelle direction, on a eu des problèmes d'annonce et c'est ce qui fait qu'à chaque fois par exemple ce mercato qui est un mercato plutôt réussi apparaît comme moins réussi parce qu'on attendait toujours plus. Tout à fait. Pour moi c'est pareil avec Zubizarreta, il faut arrêter très vite dans la manière qu'il a eu de se présenter et dans ce qu'on voit à chaque fois en conférence de presse ou quoi, c'est pas vraiment la définition d'un directeur sportif. Un directeur sportif, il donne la ligne directrice d'un club. Je pense pas que Zubizarreta ce soit ça. C'est quoi alors? Les transferts sont devenus des choses de plus en plus financièrement compliquées, avec des clauses hallucinantes. Il faut avoir un réseau de malades, parce que si tu n'as pas un réseau, tu te fais pas proposer les bons joueurs, tout ça. Je pense que c'est un homme qu'il faut au club pour pouvoir... il a l'expérience des transferts, il sait ce qu'il faut faire. Une nouvelle direction comme ça, qui n'est pas expérimentée, a besoin d'un gars comme ça. Mais je pense pas que ce soit Zubizarreta qui définisse la politique sportive de l'OM. Je pense plus que c'est l'entraîneur. Alors pour l'instant c'est Garcia, ce sera peut-être quelqu'un d'autre plus tard, mais je pense plus que c'est un petit peu comme à l'anglaise, un petit peu comme c'est un Wenger qui décide quelle direction il veut donner à son équipe, tout ça. Mais Zubizarreta, il est plus là pour échanger avec lui, pour lui donner des solutions, pour le satisfaire ou pas. C'est un exécutant. C'est un exécutant, mais à la fois c'est un garant de la bonne réalisation de tout ce qui va se faire sur le marché des transferts. Si je te demande c'est un peu le rôle qu'il avait à Barcelone d'ailleurs. Exactement. Si je te demande le nom du directeur sportif de Manchester United, effectivement. C'est ça. Ou de Manchester City, tu connais Mourinho, tu connais Guardiola, parce que c'est vrai que Wenger, on va dire, Zubizarreta est un nom quand même. Oui. Ils n'ont pas des noms en Angleterre justement en tant que... Tiki Bergistan. Oui, c'est vrai, mais il n'y en a pas tant que ça, tu vois ce que je veux dire. C'est qui à Manchester United? Voilà. Tiens, écran scindé, on va finir cette partie. Vous allez répondre à JP Bond sur Twitter qui pose une question un petit peu à la tu préfères. Donc on commence avec Kevin Kribisch. Ouais, je peux pas répondre à ce type de questions parce que tu dois choisir entre Zubi et Garcia pour rester à l'OM. Ce serait illogique vu le projet qu'on essaie à mettre en place de choisir entre un des deux. Je veux dire. Non, il n'y a pas de langue de bois. Là, tu me dis. Pour toi, c'est qui le plus important dans le projet? Voilà. Zubi ou Garcia? Je vais te dire sportivement pour l'instant c'est ton entraîneur, donc je vais dire Garcia. Fabrice? Moi je dirais Zubizarreta, juste parce que Garcia, je pense que d'ici, si vraiment on arrive à franchir l'étape suivante, il sera peut-être qu'on aura besoin de quelqu'un d'un peu plus confirmé, mais Zubizarreta reste pour moi la pièce nécessaire pour la direction. DJ Soun? Comme Babou Zubi. Romain? Alors ça peut être les deux. Si les objectifs sont atteints, bien sûr. Rudy Garcia reste. C'est pour ça que dans la question il y a écrit si tu dois choisir. Voilà. Je pense que si les objectifs ne sont pas atteints, c'est Rudy Garcia qui aura eu les joueurs et un effectif suffisant pour terminer, pour répondre à ces fameux objectifs, de prendre ses responsabilités entre guillemets. Et Zubi, de toute façon, c'est pas de la faute de Zubi. Même si c'est pas la question, les objectifs du club sont pas les mêmes que les nôtres et ceux des supporters. Je pense que si on finit 4e par exemple, les objectifs du club, Garcia restera, Zubizarreta aussi. Je pense que ce sera pas un échec pour eux si jamais on est 4e, on aura Garcia l'année prochaine. C'est un échec pour toi? Tu as 4e et 4e. Peut-être, ouais. C'est 4e, mais quel parcours en coupe, notamment en Coupe d'Europe. Donc voilà. C'est vrai. On enchaîne? On a fait le tour sur le sujet Zubizarreta. On passe maintenant à Maxime Lopez. Maxime Lopez, la sangria, c'est le titre de cette partie, référence aux expressions des jeunes. Tu es le sang, Romain. Toi, tu es la poudre. Parce que tu... Faut voir. Tu es un gunner. Oh là là, le vieux qui essaie de faire jeune. C'est de l'eau.
Il a donc fait la une, Maxime Lopez du Mundo Deportivo. Contacto Maxime Lopez, ça veut dire contact évidemment. Donc Maxime Lopez à Barcelone, ça te surprendrait, Kevin? Pas du tout. Pourquoi? Non, parce qu'il a le profil pour jouer dans ce type d'équipe. Avec la possession de balle, tout ça, il a aussi le gabarit, j'allais dire. On dirait que c'est la taille qu'il faut pour pouvoir jouer FC Barcelone dans le milieu de terrain, on va dire. Il a vraiment le profil type. Après, faut voir parce que pour l'instant, il a du mal en ce début d'année avec nous. Donc c'est vrai que ça paraît gros que Barcelone vienne le chercher maintenant, mais peut-être qu'aussi maintenant, il n'a pas tellement explosé. Et le prix est intéressant peut-être pour eux de venir le prendre maintenant. Pourquoi c'est combien, tu penses? Je sais pas, c'est dur de mettre un prix, mais à l'heure actuelle, vu ce qu'il montre, pour moi, la vingtaine de millions d'euros, elle sera pas dépassée. Donc voilà. Après, qu'est-ce qui se passe, Babou? Après, c'est pas moi qui ai les prix, mais tes petits duels arrivés. Sincèrement, il a le profil type pour jouer au FC Barcelone. Ce qu'il a montré l'année dernière à l'OM, on connaît quand même ses qualités, mais là, il a vraiment du mal à les réexprimer cette année. Alors, est-ce que c'est une question de schéma tactique? Est-ce qu'il y a un problème physique? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un problème à se trouver au milieu de terrain avec les autres? Mais c'est un type de joueur qui peut jouer à FC Barcelone. Le prix, Babou? Combien, Maxime Lopez? À combien t'accepterais? Tu te dis, bon, c'est dommage qu'il parte, mais bon, s'il y a tant d'argent, ça nous permettrait peut-être de recruter à tel poste, de faire des choses. Parce que les 200 millions vont finir par s'épuiser au bout d'un moment. Donc... De toute manière, c'est dans le projet, c'est-à-dire qu'il va falloir vendre des joueurs après. L'investissement de 200 millions, tu vends aussi ton seul joueur du centre de formation qui a réussi. Ce qui est compliqué, c'est ça. C'est que moi, je serais tenté de te dire que tu parles de 20 millions, par exemple, si cet été, on me propose 20 millions d'euros. C'est pas pourquoi je le lâche. Attention, j'aimerais beaucoup plus ça, mais je veux dire, dans le sens où ce qu'il montre aujourd'hui, c'est pas sur le marché des transferts, c'est pas un joueur que tu peux demander beaucoup plus par rapport à ce qu'il a prouvé pour l'instant en 6 mois. Mais bon, après, ça peut aller vite aussi. Ce qui est difficile à l'OM, c'est que tu disais, il a le profil type pour jouer à Barcelone. Moi, je dirais qu'il a vraiment un profil particulier et qu'il peut pas jouer dans n'importe quel style de jeu. Et ce qui est difficile, c'est que je sais pas s'il peut exploser à l'OM, parce que est-ce que le système est fait pour que ce joueur-là puisse s'exprimer? Moi, je l'ai dit souvent, j'ai du mal. En quoi il n'est pas fait pour qu'il puisse s'exprimer, Babou, puisque tu rentres dans le... On parle souvent de dire d'avoir la possession ou quoi, mais finalement, tu t'aperçois que quand même, on a besoin quelquefois de jouer avec un bloc assez haut et d'avoir des joueurs comme peut-être Sanson qui va être plus efficace parce qu'il va récupérer des ballons, et ensuite dans la transition, ça va se jouer en 2-3 passes et ça va être un jeu plutôt rapide. Maxime Lopez est un joueur vraiment pour cadenasser le ballon, pour jouer un peu plus derrière, comme le fait Barcelone, des fois tourner longtemps. Nous, à Marseille, à l'OM, en tout cas au Vélodrome, quand on fait ça, quelquefois tu commences un peu à te faire siffler parce qu'on a envie d'aller un petit peu de l'avant. Non, juste, je pense qu'il a aussi besoin d'être entouré de joueurs un peu assez physiques aussi. Et là, il y a beaucoup de joueurs techniques comme Payet, comme Sanson, comme Thauvin. Et je suis pas sûr que dans le milieu de terrain, on lui demande pas de beaucoup défendre, chose qu'il ne sait pas vraiment faire. Ouais. D'accord. Tiens, même question DJ Soun. Déjà, moi, pour ce qui est du prix, je suis peut-être un grand optimiste, mais je pense qu'il sera vendu beaucoup plus cher vu les surprises qu'on a eues cet été au niveau des prix improbables. Je vais faire un René Malville. Ah bah. Continue. Non, mais fais un René Malville si tu veux, ça me fera plaisir, ça me donnera un peu de l'importance. Après, est-ce qu'il faut le vendre ou pas? C'est sûr que le championnat espagnol lui correspond plus. J'ai l'impression que c'est nettement moins physique qu'en France. En France, il y a des buffs au milieu de terrain, des types d'1m80 qui font des allers-retours non-stop tout le match, qui vont lui coller au basque. C'est difficile pour lui d'exprimer son football à ce petit garçon. Parce qu'on dirait vraiment un gamin sur le terrain. Des fois, il me fait un peu de peine, limite, quand il se fait valdinguer 6 mètres plus loin, après, avec une petite charge à l'épaule. Le FC Barcelone, par contre, quand je vois c'est le futur Iniesta, et que là, je comprends pas grand-chose à l'espagnol, mais c'est écrit, c'est le même style que Xavi. Il y a du travail encore, il y a encore du boulot quand même. Mais c'est vrai que dans le 4-3-3 espagnol n'est pas le même, c'est que le 4-3-3 français, voilà. Et il y a vraiment une différence de jouer une trentaine de matchs en Espagne dans ce système-là que de jouer une trentaine de matchs en France, en Ligue 1, dans ce système-là. Avant, je sais que Romain n'a pas encore parlé sur le sujet, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on te dit Barcelone il refuse Série, ils veulent prendre Lopez. Et presque là, honnêtement, si aujourd'hui tu me proposes entre Série et Lopez, je sais bien qu'il va peut-être devenir une sacrée pépite. Tu vas arriver à faire un talk sans parler de Série. Ouais, mais c'est dur pour moi de me dire. C'est pas la même chose. Je pense que si tu mets à la place de quelqu'un qui investit, Maxime Lopez reste un joueur de 19 ans. Ah, il est pas vieux, c'est vrai, mais il a 25-26 ans. Et dans le football moderne, quand tu as 25-26 ans, tu n'as pas 19 ans. Et c'est énorme, 6 ans d'écart. C'est-à-dire que voilà, quand on verra Lopez quand il aura 25-26 ans, où il en sera au niveau du potentiel, c'est ça le truc. Et Série sera déjà. Il y a une interrogation quand même. Ça peut bien tourner. Romain, tiens, départage tout le monde et puis réponds aussi à Zako, tu nous fais la totale.
Allez, Zako, la question, le choix de Lopez d'aller au Barça peut-il dépendre de notre qualification avec des champions l'an prochain? Bon, on va faire simple. Vous êtes tous nuls. Voilà. Déjà, j'en peux plus. Tu fais vraiment ton René là. J'en peux plus d'entendre des montants de joueurs alors qu'on n'en sait rien. Exactement. C'est pas contre vous, mais j'ai vu parce que j'ai vu sur Téléfoot des micro-trottoirs des supporters du PSG. Alors il vaut combien Adrien Rabiot? Ah moi je dis il vaut 60. Ah moi il vaut 100 millions. Ah, ouais, mais ça veut rien dire. C'est dépendant de l'offre. On l'a vu, Manchester était prêt à mettre 85 millions sur Lukaku. Ben, Lukaku il vaut 85 millions. Là, les offres sur les joueurs de l'OM, j'ai trop vécu ça. Valbuena, après une saison, il fallait qu'il parte au Zénith Saint-Pétersbourg pour 18 millions d'euros. Il y avait la proposition, l'OM l'a refusé. Au club, il se demande encore qui a égaré le fax, parce qu'il aurait signé dès demain. Taiwo, souvenez-vous, Taiwo, vers la fin, là, on en parlait. Ah ouais, si on le vend, c'est minimum 25 millions d'euros. Bon, il est parti libre, il est allé à Milan, il a fait 6 mois et il joue en Finlande maintenant. Donc à chaque fois, on est là à un peu se mettre le feu. Attendons qu'il y ait une offre de Barcelone. Si offre arrive de Barcelone, tu penses que ça serait une bonne idée de le laisser partir? Et alors, offre de Barcelone, je pense que là, il n'y a même pas trop besoin de se poser de questions. Barcelone, c'est la trêve chez nous, mais c'est la trêve aussi en Espagne. Le Mundo Deportivo, c'est un journal, ils ont besoin de faire des titres sur Barcelone. Les dirigeants sortent d'un mercato où on leur a reproché quoi? De penser qu'à l'attaque et de ne plus faire de milieu de terrain. Donc, ils font une annonce. De la même manière, ils laissent filtrer des petites informations comme quoi ils vont se pencher sur un milieu. Et quoi de mieux que Maxime Lopez qui incarne le jeu de passe. D'autant qu'il y a des élections. Pour vendre du papier mais c'est pas et illogique, pour rassurer les supporters. Qui se positionnent sur ce type mais ils de vont pas joueur-là du tout se positionner. Parce que pourquoi ils vont pas se positionner? Je vais te dire très bien, très clairement pourquoi. Il y a un an, si je te dis il y a un an, Kylian Mbappé, il va partir pour 180 millions. Ou tu as une possibilité de faire signer Kylian Mbappé. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire c'est impossible. Tu sais pas maintenant dans le foot actuel. Ils vont pas dire on se positionne pour Maxime Lopez pour le futur parce que si ça se trouve dans 2 mois, il y a un mec 8 fois plus fort que Maxime Lopez qui va sortir de Guingamp, de Toulouse, de Paris, d'où on sait pas. Donc maintenant dans les transferts, les trucs où c'est comme les mecs sur Twitter qui t'annoncent ouais je savais qu'un tel allait signer un mois à l'avance. Il y a tellement de trucs, c'est n'importe quoi. Ok Romain, pour finir, je t'ai bien écouté. Ça vaut combien Maxime Lopez? Allez, on passe à la partie suivante. Non mais ça. Des fois, par contre, tu te mouilles dans le qu'est-ce que ça coûte. Mais on se base par rapport au précédent transfert justement pour donner une estimation. Et on voit que c'est à travers une estimation poussée qu'on arrive à trouver à chaque fois des tarifs qui sont assez proches de ce qui se fait. C'est pas le micro-trottoir où ah ben moi je dis il vaut 5 millions. Non. Voilà, on a fait le point sur Maxime Lopez. Dimitri Payet, il nous a beaucoup manqué quand même. Ça fait 5 matchs qu'il est hors des compos et ça fait à peu près 5 matchs que l'OM n'arrive plus à jouer. Est-ce que son retour va tout changer? C'est la question qu'on se pose dans la prochaine partie. Et pour ouvrir cette partie, je vous propose 2 petits tableaux pour voir la saison de Dimitri Payet avant sa blessure. Petite blessure aux ischio qui l'a quand même écarté des terrains pendant plus d'1 mois. Dimitri Payet qui revient contre Rennes ce dimanche au Vélodrome. Il a joué 5 mi-temps. Voilà, j'ai découpé en mi-temps parce qu'il est sorti à la mi-temps contre Dijon. 5 mi-temps sur 16. L'OM a mis 4 buts dans ces 5 mi-temps. Toutes contre Ostende au Vélodrome, ce qui fait une moyenne de 0,8 quand il est sur le terrain par mi-temps, pas par match. Et l'OM a encaissé 2 buts, une passe décisive pour Payet justement contre Ostende. Il avait donné beaucoup de très bons ballons dans cette rencontre. On va passer au stade sans Dimitri Payet. Voilà, 11 mi-temps pour l'Olympique de Marseille. 10 buts, c'est à peu près la même moyenne de buts par mi-temps, 0,9, et encaisser 8 buts, c'est un peu plus. Donc en fait, ça change pas grand-chose, Babou, l'absence de Payet? Si, ça change énormément. Alors c'est bien, on regarde des stats sur des courtes durées, mais c'est trop tôt. Ça peut éclairer, non? Ça peut éclairer, mais ce qui est sûr, c'est que je sais pas si Payet va tout changer dès le match contre Rennes, parce que c'est un retour de blessure, et qu'après on a toujours tendance à vouloir que les joueurs prouvent tout de suite. S'il ne le fait pas tout de suite, on risque de lui tomber dessus, mais ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il est le joueur le plus talentueux, le talent pur de cette équipe, et l'OM avec lui ou sans lui, c'est pas pareil. Après contre Rennes, je sais pas si c'est lui qui fera la différence, et j'espère qu'il pourra le faire, mais c'est peut-être que sur ce match ce sera un peu juste, mais à long terme il est vraiment le petit plus de l'OM. Oui, Soun. Pas grand chose à rajouter, c'est notre leader technique. C'est vrai que c'est le joueur. T'es déçu depuis son retour de ce qu'il produit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on n'a pas retrouvé Payet. Non, on peut pas être déçu. Je suis pas d'accord avec ça en fait. C'est pas Ronaldo, c'est Payet. Voilà. Donc c'est un excellent. C'est plus un meneur de jeu qu'un ailier pur.
Il a donné des passes décisives, il a frappé des coups francs, il en a mis des magnifiques. Bon, il y en a eu un où il y a eu de la réussite, mais il en a mis un splendide contre Dijon en pleine lucarne qui nous sauve la vie, sinon on est très très mal barré. C'est pas un type, il a jamais tourné à 20 buts par saison, il a été quand même une fois meilleur passeur du championnat, il me semble. Il a fait 12-12, je crois. C'est surtout un leader technique et c'est surtout ce qu'il faut regarder au-delà des statistiques, parce que c'est vrai que les statistiques, là on voit, oui, c'est à peu près pareil. Non, c'est pas pareil, c'est un leader technique et l'influence qu'il a sur le jeu, l'avant-dernière passe, etc. Est-ce qu'on les compte, ces passes-là? On les compte pas, parce que oui, on va prendre en compte. Alors il a fait un corner, il a fait une passe décisive, super. Mais l'avant-dernière passe qui va faire le décalage pour l'ailier, qui va pouvoir faire le centre en retrait pour l'attaquant qui n'aura plus qu'à la pousser au fond, celle-là on la compte pas. En ligne avec nous, Romain, une recrue. Je te laisse la présenter, tiens, puisque on a beaucoup regardé ce qui se faisait et on a quand même été séduit par son travail. Ouais, assez rapidement, on a vu les vidéos de travail de l'ombre qui proposent donc sur YouTube, sur Twitter, sur toutes les plateformes possibles, un travail d'analyse tactique, décortiquage un peu de ce qui se fait, des séquences notamment de tactique sur les matchs de l'Olympique de Marseille. L'anecdote est toute bête, j'ai eu un passage sur RMC où j'avais parlé d'Adil Rami, du recrutement début août, et je vois sur Twitter un mec qui met un message en me disant t'as dit ça sur Adil Rami, ravi de voir que t'as vu mes vidéos parce que j'avais dit exactement la même chose. Je me suis dit, garçon, enfin j'ai le droit aussi de regarder les matchs d'Adil Rami tout seul dans mon coin. Et je me suis dit tant qu'à faire, je vais quand même regarder sa vidéo en entier, et du coup je l'ai regardé, j'ai trouvé ça vraiment pas mal et je suis ravi qu'il nous rejoigne. Il va débarquer donc sur le Phocéen, il nous fera des analyses notamment après les rencontres. On lui a demandé de travailler un petit peu sur le retour de Payet. Qu'est-ce que ça peut changer? Alors qu'est-ce que ça peut changer, monsieur Travail de l'ombre? D'abord bonjour à tous. Alors ce que ça peut changer d'abord, c'est qu'on a le retour de notre capitaine, un leader d'équipe en dehors du terrain. Avec ce brassard qui se baladait sur tous les bras de l'effectif, y compris des joueurs pas forcément indiscutables, ça me dérangeait un peu. Donc déjà un premier point qui va se régler, que je trouve important. Et ensuite, parlons de terrain, c'est un leader technique. D'abord par sa qualité de passe, sa faculté à toujours aller de l'avant, à trouver cette avant-dernière passe que vous évoquiez sur le plateau, cette fameuse passe aussi qui arrive à casser des lignes. Il va nous apporter aussi sa qualité sur les coups de pied arrêtés. On pense évidemment tout de suite au coup franc où il est très dangereux, mais je pense également au corner qui a été assez mal tiré, je trouve, ces derniers temps. Et enfin, on peut terminer en parlant de ses déplacements, où il a cette tendance à rentrer dans le cœur du jeu. Alors je sais que ça fait beaucoup polémique ce point-là dans son jeu, mais moi je trouve ça super intéressant dans ce fameux 4-3-3 de Garcia. Il a cette force à venir se situer entre les lignes adverses, à prendre le jeu à son compte, et ça a tendance à créer pas mal de difficultés chez l'adversaire et notamment dans son marquage. Alors petit bémol, là aussi j'ai cru entendre Bamou en parler, c'est que c'est typiquement le joueur qui a besoin de coffre, qui a besoin d'être en pleine possession de ses moyens physiques, et ce qu'il le fera en tout cas dès ce premier match. J'ai un doute, en tout cas. On dit que c'est quand les gens sont absents qu'on se rend compte qu'il nous manque, et moi, en tout cas, Dimitri Payet m'a manqué sur ce dernier mois. Et pour moi, même un Payet à 60-70% de ses moyens, ça reste un réel apport dans ce 11 de départ. Très bien, voilà, c'était un petit teasing en tout cas de ce que tu as pour nous apporter. Et en plus, il y aura des images à l'appui avec des petits carrés, des petites flèches, tout ce qu'on aime. Voilà, bienvenue sur le Phocéen en tout cas, et on va suivre avec attention ce que tu peux proposer. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Travail de l'ombre. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de cette intervention et puis de ce qui se dit sur le plateau depuis qu'on parle de Payet? Tout a été dit. Faut se rendre compte qu'en l'absence de Payet, de toute façon, c'est Lucas Ocampos qui a joué à sa place dans le couloir. Donc, en même temps, voilà, sans faire offense au bonhomme, qui a fait un bon travail défensif, mais qui offensivement n'apporte rien. On va récupérer Payet, c'est que du bénéf. Après, par contre, là, moi, c'est vrai que tu disais, on n'a pas retrouvé le Payet ou autre. Ouais. Il est clair, et là, faut pas non plus se voiler la face, que ce qu'il a fait sous la saison de Bielsa et ce qu'il a montré à West Ham. La première saison, Sous West Ham, dans l'enchaînement, il est un peu plus rentré dans le rang où, voilà, il est pas, je dis pas, on va pas excusez-moi, dire qu'il joue par intermittence, on va pas aller loin non plus. On sait très bien que c'est un leader technique, comme on a dit dans la passe, l'avant-dernière passe, la dernière, c'est un très très bon joueur et il nous manque. Mais il manque quelque chose. Moi, quand même, je trouve il te manque un but YouTube. Il te manque un truc comme il a fait à West Ham où il te dribble tout le monde et il te marque. Je trouve que quand même, voilà, il manque quelque chose. Mais c'est pas négligent. Il en faut pas tout, mais il est clair que quand tu es un joueur de cette qualité-là au poste où il joue, on va voir, c'est le début de saison, on va voir à la fin de saison où il en sera, mais
Voilà, on va voir, il est arrivé l'hiver dernier, c'était intéressant, voilà, je peux pas non plus soulever les fours, c'est magnifique, c'était intéressant son retour, on voit quand même qu'il est au-dessus de certains joueurs offensifs comme peut avoir l'OM, mais en même temps c'est pas difficile vu les joueurs qu'on a devant. Maintenant, on va voir vraiment ce qu'il va nous apporter sur cette saison complète, Dimitri Payet en tant que capitaine. Romain, on disait les absents ont toujours tort, c'est pas forcément le cas. Là, on a bien vu qu'il était absent, et on l'a aussi vu en équipe de France où les coups francs ont été complètement catastrophiques contre le Luxembourg. Donc finalement, il a peut-être bénéficié de cette absence. C'est Payet. C'est bien de le souligner parce qu'après le match de Suède, il y a eu un lobby pour. C'était même pas pro Thomas Lemar, c'est les gens voulaient enterrer Dimitri Payet dans la même temps que Sissoko. Voilà, il y avait vraiment une envie vraiment de mettre ces deux fois qu'on passer parle d'enterrer les gens depuis le début de l'émission. Attention. Mais on voit quand même que Dimitri Payet, comme tu le dis, quand il est, c'est notre ami Travail de l'Homme qui le disait, quand il est pas là, tu vois qu'il y a que ça manque quand même quelque part. J'étais de l'avis de Kevin et je le suis toujours quelque part de me dire que je suis en attente par rapport à ce qu'il faisait à West Ham. Moi, clairement, je veux un but YouTube. Parce que pour moi, on a recruté un mec et ça fait venir des gens au stade. C'est pour ça que des gens payent leur place. C'est pour voir un Dimitri Payet qui traverse le terrain et qui finit. Je veux pas que ça, évidemment. À la 95e contre Lyon, enfin un truc bien sympa. Quoi. Je veux pas que ça. Il avait marqué avec Saint-Etienne, je crois. C'était pour le 100e Lyon-Saint-Etienne. Oui, pour un derby, dans le temps additionnel. Je me souviens de ça. À Gerland. Un poteau rentrant ou une transversale rentrante. Un truc qu'il faudrait ressortir. On avait bien aimé. Voilà, Payet, on l'a recruté pour ça. C'est le joueur le plus cher que tu as payé. Ça doit être ton key player. Et je trouve que son absence, comme tu dis, tu as remarqué qu'il n'était plus là. Je pense qu'on a mal profité, on va dire, de cette absence en disant avant il y avait Maxime Lopez qui pouvait prendre le jeu à son compte. Là, tout passe. Il y a une dimension mentale qu'on n'évoque pas. Dimitri Payet, quand les mecs en face ils jouent, il n'y a pas Payet, ils le savent, les défenseurs ils sont un peu plus libérés au moment de monter, ils restent moins en se disant attention, il y a Payet qui va nous faire quelque chose. Et même toi offensivement, quand tu lances une attaque, quand tu lances Dimitri Payet, tu te dis je vais monter parce que l'attaque ça va peut-être donner quelque chose. Quand tu vois que le ballon c'est Lucas Ocampos qui l'a, tu te dis bon je vais peut-être rester derrière parce que le ballon il va être perdu. Vraiment, dimension mentale, une fraction de seconde, quand on est sur le terrain, Babou, tu sais ce que c'est. Tiens, mais justement, on va conclure avec Babou. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense tout ce qui a été dit. Ouais, non, mais je l'entends et ça reflète bien ce qu'on pense de Payet. C'est que même l'ère Bielsa, on enjolive un petit peu, mais ce qu'on oublie, c'est que Payet, il a jamais été autant adulé que quand il était plus à l'OM. Parce que moi, je faisais tous les commentaires de France Bleu l'année où il est sous Bielsa. Je peux vous jurer qu'il s'est pas passé une soirée sans qu'il y ait quelqu'un qui ne le critique sur son côté défensif, sur son repli, ou ce soir, il a pas été trop décisif. Finalement, on s'aperçoit que Payet, il est excellent. C'est peut-être notre meilleur joueur, mais à chaque fois qu'il a joué, et dès l'arrivée, dès son transfert, déjà ça a commencé à dire c'est un joueur trop cher finalement. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Et je pense que il était là, il est encore là, et il aura jamais été autant aimé que quand il n'était pas là en fait. Maintenant qu'il est là, il y aura toujours des critiques. On a toujours l'impression qu'il peut faire plus, qu'il peut nous amener plus, et on est toujours presque déçus. Mais en réalité, on se rend pas compte quand même de ce qu'il nous apporte. Regarde tout ça. Même Gomis, les gens regrettent Gomis encore. C'est vrai, beaucoup. Maintenant. Même des gens se faisaient pourrir l'an dernier. Il y a des gens qui le détestaient, certains le regrettent. On a des images de personnes en plateau, d'ailleurs, attention, on peut le faire à tout moment. Parce que quelques mois, ça a bien changé. Pour finir cette partie, si Rudy, tiens maintenant je le dis à cause de toi Romain, parce que je sais que tu dis Rudy, adapte un 4-2-3-1 pour Payet en 10. Voilà, c'est un des reproches aussi qui se fait autour de Payet. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur de ne pas le mettre en 10? Travail de l'ombre semblait penser que c'était pas une si mauvaise idée de le voir à gauche et rentrer à l'intérieur. Voilà, après c'est toujours dépend de l'animation. Si le mec il est à gauche mais il vient tout le temps dans l'axe, ça revient au même. Ouais, ça lui donne une liberté dans le marquage. C'est-à-dire quand il est à gauche et qu'il se déplace dans l'axe, il va prendre des espaces. Tu préfères ça que de le voir en 10? Jouer en 10 ça peut être intéressant aussi, mais pareil il faut avoir des joueurs à côté, il faut avoir des vrais ailiers. Et tu l'as plus là, l'ailier gauche. Et il faut avoir deux milieux défensifs. On n'a pas deux milieux défensifs. C'est un peu un électron libre de toutes les façons, donc je trouve que le débat se pose pas en fait. Très bien. Moi, j'allais dire, tiens, en balance sur ce qu'il montre en équipe de France, il joue bien sur un côté gauche, il joue pas en meneur de jeu. Et ça se passe bien, mais après, il faut voir aussi les joueurs qu'il a autour de lui. Comme il disait Romain, c'est une question. Il jouait côté gauche. C'est comme Neymar aussi. C'est la même chose que Neymar, c'est des joueurs en fait qui gèrent le jeu, qui soient à gauche, au milieu, ils se déplacent. Voilà, on a fait le point sur Payet. On va tout de suite faire un autre point sur le groupe qui pourrait être très amoindri pour affronter Rennes. Qui sera disponible, qui ne le sera pas, quelle équipe catastrophe pourrait être alignée si jamais tous les absents le restaient. Voilà, on va faire une petite partie fiction.
L'OM affronte Rennes, on rentre dans le match en commençant par le point sur le groupe et sur les absents pour cette rencontre. Vous allez le voir avec ce tableau préparé par l'excellent réalisateur de cette émission, Nicolas Chabert. Voici les joueurs qui devraient manquer la rencontre. Pas tous, évidemment. Lucas Ocampos, Gustavo, c'est sûr. Mitroglou, Rami Ng, c'est quasiment sûr. Mitroglou, c'est sûr. Rami Ng, c'est pas sûr encore à 100%. Mais leur blessure ne devrait pas leur permettre d'évoluer, ou en tout cas pas de débuter. Maxime Lopez, on sait pas trop. Il a été forfait avec les espoirs. On n'a pas trop d'infos. Romain, t'en as pas non plus. Voilà, on ne sait pas quel mal a bien pu empêcher Maxime Lopez de disputer cette rencontre avec les espoirs. Et puis Zambo et Sakai, ils ont eu des matchs, un au Nigeria et l'autre en Arabie Saoudite. C'était mercredi. Donc, est-ce qu'ils seront rentrés dans les meilleures conditions physiques? Qu'est-ce qu'il y a, Babou? Il y a Ibokan aussi qui sera pas là, je crois. Oui, Ibokan ne sera pas là, exactement. On aurait pu faire avec une petite valise. Le petit avion en bas. Fanny et Bedimo ne sont pas là aussi. Il y a le tournoi de paddle à Cassis. Donc voilà, ça fait quand même une sacrée liste. On va regarder pour le plaisir une petite équipe catastrophe concoctée tout à l'heure en rédaction. Voilà, le 11 peut paraître encore parce que Sertic, Camara au milieu, c'est pas l'assurance touriste, même si pourquoi pas. Regardez le banc sur le côté en haut à droite. Pelé, Sarr, Doria, Sarri, Rokia, Mézine, Dinage. Oui, alors voilà. En même temps, ça sera pas le cas. Si Sakai et Zambo arrivent en retard, ils peuvent quand même être sur le banc, même si tu les fais pas jouer au cas où. Comme quoi, l'effectif de l'OM, il est pas si complet, Babou, non? Il manque quand même des joueurs. On a quand même enlevé beaucoup de joueurs. Quand tu regardes les postes, on le disait, à part au milieu de terrain, les postes sont doublés. À part les 3 postes du milieu, c'est doublé. Ouais, parce que là, on dit ça, mais à ce moment-là, quand tout le monde est disponible, on va dire, regardez comme c'est mal géré, il y a 800 mecs, on paye des gens à rien foutre en réserve. Et puis on n'a pas mis Fanny ni Bedimo. Oui, alors ça, je pense que c'est pour leur rendre service. Il faut qu'ils s'habituent à ne pas être dans le groupe. Parce que ça on va revoir la liste des absents et on va se poser quelques questions. Voilà, Ocampos, pas de problème. Gustavo, on en parlera tout à l'heure dans l'avant-match. Qui pour le remplacer, vous verrez l'avis de nos lecteurs. Kostas Mitroglou, on a acheté un joueur blessé, c'est normal, les gars? C'est là où ça fait très peur. C'est là où ça fait très très peur. Parce que voilà, maintenant, forcément, une fois que le deal est fait, c'est les agents qui étaient greffés sur d'autres deals qui commencent à parler. Mais il y a quand même des échos que j'écoute. Et Mitroglou, qui était un joueur, qui était le buteur de Benfica, se retrouver comme ça sur le marché alors qu'il n'y a pas eu d'épisode, il n'y a pas eu derrière. Il y a quelque chose de surprenant. Ça cache quelque chose là-dessus. J'ai un peu peur. Après, j'ai un peu peur parce que je connais le mercato et je me dis, c'est presque... Vu l'état de l'OM le 31 août au matin, c'est presque un miracle, Mitroglou à 15 millions. Mitroglou, c'était inespéré. Vraiment, pour moi, l'Olympique de Marseille, je n'osais pas rêver 31 au matin de Mitroglou. Enfin bon, on en parlait déjà un peu, donc je ne peux pas rêver la veille. Vous m'avez compris. Mais là, je me dis, est-ce que sa blessure, c'est uniquement musculaire? Est-ce que ça ne nous cache pas quelque chose? J'ai très peur. J'espère pas. Après, par le passé, on ne va pas l'élever jusqu'au rang de Ruud Van Nistelrooy, mais tu avais un club comme Manchester United qui avait pris Van Nistelrooy au PSV avec les ligaments croisés. Ils l'ont retape et bon après derrière on voit ce que ça a donné. Donc, il avait laissé une saison au PSV. Mais c'est du temps que ça se remette et tout. C'était quand même assez compliqué quand tu te fais les croisés. Là apparemment c'est une blessure musculaire, donc je pense quand même que voilà, ça, normalement c'est musculaire. Ça devrait être après il faudra à moins qu'il se soit fait enlever le muscle, ça devrait se... Oui, après je suis pas kiné, je l'ai pas massé donc Soun, regarde un petit peu cette liste. Moi j'ai une question à te poser. Ocampos, Mitroglou, NJ, en fait t'as plus d'attaquants sur ton banc. Si t'as un souci devant... Donc si Germain il se fait un petit truc comme ça, il faut arriver des fois dans certains matchs et bêtement, bizarrement, au début de match à la 20e, j'ai un petit souci derrière la cuisse. T'as plus Rabillard non plus que t'as plus Cabella comme me souffle Nicolas aussi dans le... On va mettre Sanson en pointe. Pour le coup, là, on peut pas leur en vouloir quand même. Quand t'as Mitroglou, NG et Germain, t'as quand même 3 attaquants pour la saison. Voilà, on va pas porter l'œil, comme on dit, à Germain, mais bon, voilà, ça fait t'as pas de chance si tu te retrouves sans tes 3 attaquants en même temps. C'est le problème d'avoir recruté un mec blessé, et donc c'est le problème d'avoir recruté un mec le 31. Parce que peut-être quelqu'un au centre, même si je vois pas pour l'instant quelqu'un devant être là, prendre la place, mais bon, peut-être qu'il y a un jeune au centre. Si Germain venait, on lui souhaite pas, mais pourquoi pas, même un carton rouge, ça peut arriver dans un match. S'il devait pas finir le match, qui finit le match devant parce que... Qui finissait les matchs l'année dernière quand il y avait Gomis, Doria n'était pas mieux. Il y a Florian Thauvin qui peut jouer. Thauvin peut jouer en pointe. Ouais, si vraiment. Mais Adil Rami. Excusez-moi, non, je dis pas pour le poste en pointe, mais attention, parce que déjà il a repris l'entraînement, mais à la fin de ce match, donc c'était contre Domzale, où il s'était blessé à l'épaule.
Et il avait dit avant de quitter le stade, il avait dit, moi si c'est une déchirure, je m'en fous, on fait des piqûres, je joue, j'ai trop faim de jouer, donc c'est une déchirure. Est-ce qu'il va prendre ce risque-là ou est-ce qu'on va lui dire garçon, serein. Vas-y, je suis bien placé pour parler de l'épaule. Je sais ce que c'est, il pourra pas jouer. C'est très compliqué. Ou s'il le fait, c'est très dangereux. Il s'entraîne là déjà. Il s'entraîne, mais c'est vraiment prendre un risque. Après, faut voir exactement. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque, Rami, pour affronter Rennes? C'est compliqué un sport, même. C'est compliqué. Si t'as encore une douleur à l'épaule et que tu le ressens dans tes appuis, dans tes mouvements, même si on joue avec les jambes. Est-ce qu'il est indispensable pour battre Rennes? Je pose la question. Non, je pense pas. Vu le début de saison qu'ils font, ils sont bons derniers, c'est ça? Tout à fait. Voilà. J'espère que Rennes est à notre portée quand même avec une équipe sérieusement entamée. C'est le milieu de terrain qui me fait peur plus que la défense sur ce match-là, quoi. C'est le milieu de terrain avec les SI. Moi, en défense, ce qui me fait un petit peu peur, c'est Abdenour, Rolando. J'ai peur de la complémentarité. Le pauvre, il arrive et il arrive déjà dans une défense. Il va jouer avec Rolando, ouais. C'est dur. C'est dur. Mais dis-toi qu'il y a plus dur. Il y avait Dorian. Il y avait tout ça. Il n'y a plus le Bocan. On passe tout de suite, justement, comme vous le réclamiez, à l'avant-match de cette rencontre contre Rennes. Hashtag LiveTalk, les questions-réponses arrivent juste après cet avant-match. On va essayer d'en répondre au maximum, comme à chaque fois. Dans le petit avant-match, on va regarder les compos. On va d'abord regarder un sondage. Qui pour remplacer Gustavo? 3 propositions, très simples. C'est une consultation que nous avons lancée sur le Phocéen cet après-midi. Logique. Boubacar Kamara, qui est plébiscité. Logique. Est-ce que ça sera le choix, de... Il est vainqueur, disons la vérité, même si on aime beaucoup Boubacar Kamara sur ce plateau. Il est quand même vainqueur par KO parce que il était opposé à Grégory Sertic et André Franck Zambourg. Par défaut, non, tu veux dire? Pas vraiment, par KO. Par défaut, peut-être par KO, ça se dit. Non. Oui, il est vainqueur par KO, mais ce que tu veux dire, c'est qu'il est vainqueur par défaut. Par défaut aussi, c'est vrai. Excuse-moi. Non. Là. Mais il est aussi vainqueur par KO. Je ne te corrigeais pas, je précise. Non, mais tu as raison. Mais c'est gentil, c'est sympa. Mais je t'en prie. Mais vraiment, c'est utile. Ouais. Oui, moi je dirais effectivement vainqueur par défaut parce que les deux derrière, ils avaient peu de chance de finir devant. Tu fais Kamara toi aussi? Ouais. Pourquoi pas, il serait temps. Puis en plus contre Rennes, encore une fois, j'ai rien contre les Rennais, mais cette année, clairement, c'est l'une des équipes les plus faibles du championnat avec quelques autres. Au milieu de terrain, c'est pas la folie furieuse. Et puis il serait temps de le voir enfin en situation. Ouais, on aimerait bien le voir en vraie situation dans un match de championnat, de compétition, et pas un match amical face à des gains. Voilà. Qui n'a pas voté Kamara autour de la table? Qui n'a pas voté? Non, mais qui n'aurait pas voté Kamara? Vous votez tous Kamara là pour ce match? Je pense que c'est Kamara, mais ça peut être Kamara associé à Sertic, par exemple, ou Kamara associé à Zambo. Après, on a fait un article là-dessus il y a quelques jours sur le Phocéen. Boubacar Kamara, bon, voilà, si là forcément tout le monde est là à se dire pourquoi Rudy Garcia le fait pas jouer. Je pense qu'il y a des raisons, c'est ce qu'on expliquait dans l'article. Comment s'appelle l'article pour ceux qui voudraient le relire, Romain? Je ne m'en souviens absolument. Il y a Kamara dans le titre, voilà. Bien vu. Voilà. Mais on va retrouver le titre, je fais confiance à Rémi pour me le souffler. C'est un souci parce que voilà, on voit pas le meilleur Boubacar Kamara à l'entraînement et on voit pas vu le meilleur Kamara avec la CFA pour le premier match. Voilà, c'est pour une formule polie, vous m'aurez compris. Le souci aussi, c'est que je pense qu'il y a un peu des séquelles par rapport au contrat qu'il a signé en juin, où on nous a dit que tout est beau, mais sur le coup, on était tellement content de le voir signer qu'on s'est dit ok, on va prendre cette version. On sait très bien qu'il y a des choses cachées sous le tapis, et c'est peut-être ça aussi qui le travaille. Il faut savoir qu'il y a des clubs anglais, des écuries qui étaient prêts à le recruter. On a toujours parlé de Manchester City notamment. C'est des clubs qui ont l'habitude de prendre des jeunes et de les prêter. Lui, c'est un peu ce schéma-là qu'il cherchait, c'est-à-dire il cherchait à être prêté. Il cherchait à avoir du temps de jeu un peu ailleurs, quoi que ce soit. Même lui dit t'inquiète pas, tu vas jouer. Tu vas jouer. Donc là, ça peut être un message fort là contre Rennes. Là, ça peut être un message fort contre Rennes, exactement. Mais c'est la doublure de Gustavo. Ce serait une promesse respectée. C'est la logique, voilà, parce que depuis les matchs de préparation, Garcia l'a utilisé à ce poste où on peut tous le dire, on s'attendait pas, parce que pour nous tous c'est un défenseur central, voire c'est pas son poste, mais on l'a vu même latéral par moment, mais ce qui n'est pas du tout son poste. Là en 6, et en plus de ça, dans les matchs de préparation, même si toute proportion gardée, il fait des matchs intéressants. En plus, ses rentrées sont vraiment bonnes. Donc là, sur ce match-là, c'est la logique de le voir jouer en 6. S'il ne fait pas jouer sur ce match-là, alors qu'il y a
personne au milieu de terrain. Là, quel message on envoie aux jeunes aussi après, derrière oui, mais c'est à lui de saisir. Mais après, dans votre sens, on n'a pas les infos de ce que ça donne. Voilà. C'est qu'après, il faut voir aussi si Garcia. Mais tu liras cet article, c'est opportunité ou pas encore prêt. Voilà, ça c'est. Faut voir quoi. Camara. Il y a ça, il y a le travail aussi. L'aspect tactique pour un joueur comme ça, il est important. Se greffer dans un groupe comme ça et l'apprentissage. Faut pas oublier non plus qu'un joueur comme Mbappé, il n'a pas non plus cassé la baraque dès des premiers matchs de début de saison. Il lui a fallu 6 mois où il a été sur le banc. Pourtant, je crois qu'il était lui aussi annoncé comme un futur phénomène. Il a été monstrueux. C'est vrai que ne pas voir Camara de suite en début de saison titulaire, c'est pas non plus hallucinant. Je comprends aussi qu'il faut du temps pour apprendre. Et puis surtout, s'il n'est pas performant à l'entraînement, qui que ce soit, c'est l'entraîneur qui décide. Si l'entraîneur là, ça serait logique, a envie de faire jouer les meilleurs à l'entraînement, on va quand même pas venir sur ce plateau pleurer. Oui, parce que les gens peuvent peut-être pas comprendre, c'est de voir par exemple Sertic qui est pas très très bon depuis le début de saison. Voilà. Il n'y a pas que les entraînements aussi, il y a les matchs. Mais c'est peut-être les matchs de Sertic qui sont. C'est peut-être de la discipline que tu offres à un jeune et en lui donnant un certain cadre, en lui disant ici c'est l'OM, tu respectes le club, quitte à faire jouer Sertic et à ce moment-là perdre un peu des points sur ce match-là. Oui, mais c'est des choses qui passent pas forcément au grand public. C'est vrai. Oui, mais Mbappé racontait, tu parles de l'exemple d'Mbappé, il racontait que Jardim le faisait venir à côté de lui et il disait tiens regarde les pros, alors qu'il avait signé son contrat pro. Jardim il disait tiens regarde les pros s'entraîner pour un peu l'humilier, le mettre dedans. Et c'est peut-être sans ces éclats-là de Jardim, où à l'époque certains supporters de Monaco auraient pu dire mais il est idiot Jardim, il fait pas jouer Mbappé. Ben sans ces moments-là d'apprentissage de Jardim, tu n'as pas Mbappé qui explose derrière. Même à Marseille, tu as l'histoire du vestiaire, de la réserve pour Maxime Lopez. Et c'est très bien. Nico Chabert, qui est très bon depuis le début de cette émission, qui me souffle beaucoup de trucs. Et c'est vrai, voilà, c'est un symbole dans le football, il faut les garder. Et j'ai des gens, mais Maxime Lopez, il devrait aller chez les pros. Juste la dimension tactique aussi, elle est importante quand même, parce qu'on parle d'Mbappé, c'est devant, c'est différent. Là, c'est un poste de numéro 6 face à une équipe qui joue en 4-4-2. Il y a un travail tactique qui est vraiment différent. D'habitude, selon le système, tu te retrouves avec un gars dans ta zone. Là, c'est pas forcément le cas, donc il y a une dimension tactique. Puis il y a ce Ismail Assar qui va être dans cette zone-là, c'est ça où ça. Bon, la compo de l'OM, on en a déjà parlé, mais on la regarde une dernière fois. Voilà, ça devrait ressembler à ça. Encore les interrogations au milieu de terrain. Donc qui pour compléter Sanson, Lopez ou Zambo, parce qu'on n'a pas l'état exact de Maxime Lopez, ni d'ailleurs celui de Zambo. Mais il s'entraîne, Maxime Lopez, il s'entraîne ou pas? Je sais pas. Mais c'est difficile d'avoir des infos par rapport à ça. Pourquoi Evra pas à ma vie, me dit-on dans l'oreillette? Parce que c'est Evra le titulaire, non messieurs? Parce qu'il a dit qu'il voulait pas jouer un match sur 2, c'est pour ça. Ouais, bon après. Non mais là on cherche dans l'esprit de Rudy Garcia. C'est Evra le titulaire, non messieurs? C'est Evra. Je sais pas ce que vous en pensez, mais logiquement oui. Il a dit un truc, j'ai lu cette fameuse interview là dans la semaine. Il a dit un truc super intéressant. On m'a dit. Donc, je vais bien le vérifier quand même. Il a dit que Evra, il a connu que 2 défaites à l'OM, c'était à Nantes et contre le PSG où il a joué blessé. Moi, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Pour moi, le football, c'est ça aussi. S'il y a des mecs, tu les mets et tu les trouves nuls, mais très étrangement, ils perdent jamais. Il faut être mesuré après sur le niveau d'Evra. Voilà, c'est comme tu dis. Il n'est pas si catastrophique. Non, moi je trouve pas autant que ça. Voilà. Après, je vois le match à Domzalé, un match important sur le retour. Je vois comme il a motivé les gars. Sa parole avant le début du match, même à travers la presse qu'il disait. En plus, c'était une conférence qui était un peu chaude juste avant ce match-là parce qu'on sentait qu'il y avait des tensions. Voilà, vous y étiez les gars. Je me rappelle, je me suis régalé d'ailleurs. Mais voilà, du coup, il fait un bon match contre Domzalé. On voit dans l'attitude, il a pas hésité à prendre son couloir comparé à d'habitude où il reste vraiment défensif. Là on l'a vu quand même offensif. Franchement il fait un bon match. Après voilà, on sait très bien qu'on a pris Evra à 36 ans, c'est plus le Evra de Manchester United, faut pas se voiler la face. Il y aura des matchs où des fois il passe travers, mais pas autant que ça comme on veut nous le dire aussi. C'est un concours de circonstances. Pour toi c'est un peu facile de lui taper dessus autant facilement que ça. S'il n'y a pas tous les attaquants lui mettent la misère. Il y a aussi voilà les gars qui font pas le travail dans les couloirs aussi, qui des fois viennent balader. Voilà, faut pas non plus toujours tomber sur Evra. Fabrice, la grande spécialité de Fabrice Céleschi, qu'est-ce que c'est la compo de l'adversaire. On va découvrir nos amis rennais. Tiens, parle-moi un peu de ce Léa Sliki sur le côté droit. Alors un très très grand joueur. Non, qu'est-ce qu'il faut craindre de ce Rennes? Tu disais le 4-4-2 avec 2 attaquants qui n'en sont pas vraiment. C'est aussi ça peut-être. Qui ont énormément de mouvements. Le Mouré aussi, Ismail Assar. Bon, on ne présente plus franchement. Je pense que tout le monde a compris. Mais c'est pas vraiment un attaquant. C'est ça que je veux te dire. Ouais, c'est bizarre. Non, c'est un joueur qui dévore les espaces quand même. Quand il va faire des appels, il va venir chercher quelquefois les ballons un peu plus bas ou sur les côtés. Mais après, il aime bien perforer, lui balle au pied. Moubélé aussi, quand tu vois les déplacements qu'il peut avoir. C'est d'une générosité. Après, attention, devant le but ça manque d'efficacité. Devant le but ça peut manquer d'efficacité, mais c'est puissant, c'est rapide. Et attention parce que la rapidité, nous on n'aime pas trop parce que quand moi, on fait le jeu. Je préfère Moubélé à Giovanni Sio par exemple, qui était leur attaquant l'an dernier. Chacun ses goûts.
Mawassa, c'est très bon aussi. Ça va très vite, très bon sur le côté aussi. Ça va très vite. Après, on voit qu'il joue par contre avec un stopper au poste de latéral. Donc peut-être qu'ils sont inspirés du Mbokan avec Ben Sebaini, qui est pas c'est pas un latéral du tout à la base. C'est un bon joueur. Par contre, c'est un bon joueur. Après, là, ce qui est intéressant sur les deux, qu'on a en 6, on se rend compte aussi que dans l'impact physique, Bourigeaud André, c'est pas non plus tout à l'heure il parlait DJ, c'était intéressant, il disait souvent par rapport à Lopez qu'on a affaire à des mecs des mètres 90 au milieu de terrain. Là pour le coup c'est pas le cas à Rennes. Par contre c'est très endurant, c'est des mecs qui vont couvrir le milieu de terrain. Voilà, ça va être à voir qui on va mettre en face, quoi. C'est ça. Faut pas peur quand même, c'est René, vous allez pas me dire que non, même s'il y a le phénomène Niagnon derrière, évidemment. Ils ont quand même un bel axe central, mais que Nagnon c'est assez solide. Moi je trouve pas ça tip top, tu vois. Ça peut provoquer des pénaltys. Nagnon, un bon central en devenir quand même. Mexer, c'est vrai qu'on attendait mieux de lui par rapport pas à l'année dernière, par rapport à la saison de l'année dernière, mais surtout l'année d'avant. Après je suis comme toi, sur les côtés il y a un coup à jouer parce que Ben Sebaini c'est un axial de formation, donc il va pouvoir faire le boulot, mais quand même Thauvin, Ben Sebaini, j'espère que Flo fera le boulot. Réponds-moi oui ou non, j'ai pas la réponse. Est-ce que Mboli a déjà joué au Vélodrome dans sa carrière? Super question, je crois que non. Voilà, donc peut-être la première de ce joueur formé il a fait un bon match puisque c'était son premier match avec Rennes, donc c'était à Toulouse. Il a été pas mauvais. Seul problème, c'est qu'ils se sont pris 3 buts, 2 pénaltys. Et 2 pénaltys, il nous a fait revivre la séance France RFA de 82, tu sais, avec le gardien français. Je crois que c'était Joël Batz ou c'était Ettori, je crois. 82, non, Ettori, je crois. C'était Ettori qui ne plongeait absolument pas. Et il y a eu 2 pénaltys. Il a pas bougé. Il a pas bougé. Tu sais, on connaît ça dans les jeux vidéo, là. Tu sais, le mec, il reste un peu battu. Il s'est juste couché, une victime. Voilà, c'était le petit clin d'œil que je voulais rajouter avant la fin de cette présentation. Classement calendrier tout de suite pour regarder la position de l'Olympique de Marseille qui est comme depuis 6 mois 6e, 5e, voilà, on n'est pas loin. Et puis Rennes qui est dernier du championnat. Grosse pression. Christian Gourcuff en grand danger. Il risque d'avoir chaud aux fesses, l'ami Christian Gourcuff. En même temps, bon, l'ami, on s'en fout un peu, mais voilà, s'il pouvait avoir chaud aux fesses d'ailleurs, ça serait très bien. Voilà. Metz qui ne sera pas l'équipe surprise de cette saison, je ne l'ai pas annoncé cette année, Romain. Voilà. On passe tout de suite aux questions-réponses. Et le calendrier, voilà, pour finir cette partie. Le mois de septembre de l'Olympique de Marseille qui sera abordable avec quelques matchs pièges quand même. Il faudra faire attention, par exemple, du match à Amiens. Romain, je sais que tu aimes bien cette équipe. Oui, j'aime bien. Abordable, mais avec quelques matchs pièges. On est au sec. Ouais, bien sûr, pas de soucis. Aucun risque. On passe tout de suite aux questions-réponses. Allez, on y va tout de suite, messieurs. Avec vos questions, on va essayer d'en prendre 7 ou 8. Non, peut-être un peu moins, on va voir comment ça se passe. Richard Statopoulos, ami de Kostas Mitroglou. Bonjour. Comment ? De la famille, même, il le dit. Tiens, bah voilà. LOL, il rajoute. C'est pas sûr. Je fais partie de la famille de Mitrolol. Pensez-vous que Garcia est menacé ? C'est une très bonne question. Est-ce que Garcia est menacé ? Je pense pas. Après 4 journées... Je pense pas non plus. Je pense que c'est beaucoup l'opinion publique, mais je pense pas qu'à l'intérieur du club, pour l'instant, ces choix soient remis en question. Par contre, je pense que c'est une direction qui fonctionne par objectif. Donc, vous pensez pas que si ça se passe mal, entre guillemets, dans ce mois de septembre, il peut avoir chaud aux fesses, l'ami Rudy ? Moi, je pense qu'ils iront un peu plus loin quand même. Si tu m'apportes la preuve irréfutable, enfin, si tu apportes à moi, on s'en fout, tu l'apportes au président, à l'actionnaire de l'Olympique de Marseille, qui a une preuve irréfutable, qui a une cassure entre le vestiaire et l'entraîneur, là d'accord, je veux bien. Oui, c'est la seule raison qui pourrait faire l'impression qu'on change. C'est pas le cas. Donc, puisque vous êtes tous d'accord, ça fait des ordres, on va pas virer un mec après 4 journées, tu vois, qui que ce soit. Puisque vous êtes d'accord, on va passer à la question suivante. Pixie Stojkovic, pensez-vous que McCourt et Hérault vont remettre plus d'argent quand les 200 millions seront dépensés ? Eh bien écoute, on ne sait pas, c'est très difficile de le dire, mais en tout cas ils ont annoncé 200 millions, mais ils n'ont jamais dit on ira plus loin, on mettra plus. Je pense qu'ils comptent sur un autofinancement du club, bien sûr. Ouais, mais... Et vendre des pépites. Bien sûr. Et la Ligue des Champions. Je me répète par rapport à ce que j'avais dit sur le talk la dernière journée du Mercato, mais au final c'était une très bonne idée de dire 200 millions. Parce que ça a permis de fixer, de voir ce qui était possible et pas possible. Et là, on a vu certains supporters, je le répète et je lui rends hommage, parce que Maxence Volpe, dès la première fois où on a dit 200 millions, il était là sur ce plateau, il était à cette place, il a dit c'est pas assez. On l'a tous regardé en disant mais 200 millions c'est génial, on va acheter lui. Non, lui, il a fait ses calculs en disant ce sera pas assez, je suis désolé. Mais c'était le seul.
pour un Maxence Volpe, il y a eu combien de personnes qui se sont mis le feu et qui au final, fin août, ont dit ouais mais OM Champion c'est pourri, mais en fait on va pas avoir, parce qu'ils se sont laissés griser par les achats de Paris et de Monaco. Voilà. Donc, ou pour la flambée des prix en général. Ils ont été cohérents. Heureusement au final, parce que s'ils n'avaient pas dit 200 millions et qu'on voit les achats de Paris et de Monaco, derrière ils se font taper sur les doigts bien plus fort. On passe à la question suivante. Si vous le voulez bien, en régie, Rémi et Nicolas, les frères Chabert, les patrons, bien sûr, derrière les manettes, Mâconnais Olympique. Le mercato sur le forum, bien évidemment. Le mercato terminé. Qui, pour vous, sera troisième derrière Paris et Monaco? Très bonne question. Et allez, l'OM. Messieurs, tiens, un petit écran scindé en 4. Babou. Ouais, moi, j'y crois à fond. Je pense qu'ils ont fait l'équipe qu'il fallait, assez costaud pour arriver à cette place. Marseille? Oui. Kevin? Marseille aussi. Romain? Lyon joue avec Marseille, évidemment. Lyon joue avec Jérémy Morel en défenseur central. Il y a un moment donné où ça va se payer. Voilà, donc Marseille. Soun? Ouais, je mets ma carte sur Marseille aussi, quand même, j'y crois. Alors, cette semaine, la semaine dernière, on avait lancé un sondage, une consultation, plus exactement, sur notre site, qui finira devant l'Olympique de Marseille cette saison. Monaco, 95%. Et Lyon seulement 45%, ça veut dire que la plupart des gens sont d'accord avec vous. Marseille fait figure de favori pour la troisième place. Les autres arrivaient, Bordeaux, tout ça, avec 5-6%, ouais. Et c'est pas trop une surprise. Tiens, que pensez-vous alors, comment dire ce nom Mzer Phocéen, ouais. Bon. Ouais, très bien. Très bien en tout cas. Et OM à côté. Que pensez-vous de la rumeur Sagna? Est-il possible de le faire hors mercato, joueur libre? La réponse est oui, c'est possible. Que pensez-vous de la rumeur Sagna? C'est une bonne idée? Non. C'est non. Niet. Tu l'as pas fait pendant le mercato. Pourquoi tu vas le faire mi-septembre? Exactement, ça laisse la porte, comme on dit, à peut-être une autre piste si jamais il cherche quelqu'un, peut-être au mercato d'hiver. Est-ce que le seul cas, ça peut pas être si on a une blessure de Sakai? Ouais, si tu as une blessure de Sakai, il peut jouer dans l'as aussi. C'est depuis le début, c'est ce qu'on avait dit, même à la fin du mercato, que quand même ils n'ont pas anticipé sur le fait que, pas anticipé ou pas voulu, ou qu'ils n'ont pas trouvé, on n'en sait rien réellement. Ou qu'ils ont le nouveau Sagna à disposition. Voilà, parce que du coup. Avec Bouna? Peut-être c'est ça ouais. En tout cas c'est lui le remplaçant attitré. Très bonne question de Zako. Y aura-t-il un sponsor maillot pour les grandes affiches? Contrat pour un match par exemple. Est-ce que ça peut exister? Ça c'est intéressant. J'ai pas la réponse, je ne sais pas. Oui, ça peut exister. C'est Lyon qui avait fait ça pendant une saison. Ça peut être une bonne idée, non? Sur les gros matchs de proposer pour une certaine somme d'argent. C'est très cher aussi, non? Une certaine somme d'argent, non? À voir. Après c'est toujours à voir selon l'offre, mais je pense que oui, dans la saison. De toute façon, il y aura des opérations, si ce n'est des opérations commerciales, des opérations caritatives ou autres, proposées par l'Olympique de Marseille. Très bien. On verra. Peut-être que sur un OM Lyon, un OM Paris, il pourrait y avoir un sponsor qui serait intéressé. Ouais, un maillot collector. Tiens, on fait beaucoup de questions et c'est très très bien. Catoran, infidèle évidemment. Y a-t-il vraiment des pépites dans notre National 2 ou ne faut-il pas en trouver et les incorporer là-bas? Job de Zoubi, normalement. Kevin, tu suis cette saison le National 2? Non, on va donner la parole à Romain. Soun non plus, non plus. Romain, toi tu les suis? Ouais, clairement. Très jeune. Bel épisode de Réservoir d'ailleurs. Merci. Je t'en prie. Non, mais c'est sympa. On est gentils ensemble aujourd'hui. Vas-y, parle-nous un petit peu des pépites. Des pépites, David Le Frappeur était venu sur ce plateau en mois de juin. Il nous avait fait avec son équipe de sa fin. On avait dit c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Il nous avait dit, on lui avait montré une équipe un peu sur la base de ce qui restait. Il nous a regardé, il nous a dit non, mais ça va pas être ça. Il a pris que des jeunes encore plus jeunes. La moyenne d'âge, c'est à peine 19 ans. Et encore parce qu'on compte Brice Laté qui joue derrière, qui fait figure d'ancien. On en parlait quand même en 2014 à l'Olympique de Marseille. Donc, c'est très très jeune de partout et c'est un vrai risque de faire jouer là-dessus. Et pour recruter en National 2, ils sont allés chercher un mec qui a fait des matchs en Ligue 2 qui s'appelle Ismaël Adou, qui joue à Valenciennes, élément offensif, qui peut jouer en attaque, milieu, de Le Frappeur d'ailleurs. C'est Le Frappeur qui l'avait rentré en... C'est ça, ils le font pas jouer en l'air un peu du coup Ils le font jouer devant, sur les 3 postes de devant, et il a 21 ans et c'est un vrai plus pour cette équipe-là, parce que dans c'est bien d'avoir des joueurs comme ça aussi, que tu sais qu'ils vont pas être pro, mais à une certaine époque aussi. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire c'est un mec qui peut en plus progresser. Tu vois qu'il est pas au-dessus, souvent dans ce niveau-là, souvent c'est style de joueur. Tu vois qu'il a joué en Ligue 2 par rapport aux autres, et c'est vrai que sur le match qu'ils ont gagné, il fait énormément de bien, parce que tu as un mec devant un peu fort, sur qui quand les
petits jeunes en fin de match, voilà, ils ont besoin de s'appuyer. Il y a eu un petit recrutement. Est-ce que tu peux répondre à la question quand même, excuse-moi de te relancer, mais y a-t-il des pépites dans notre national? Mais justement, il faut les suivre, il faut pas. Mais l'année dernière, à la même époque, tu m'annonçais déjà Roca, on a vu, il a fait une super saison. Est-ce que tu peux m'annoncer un joueur comme ça? Non, mais attends, c'est pas. Justement, c'est là ton erreur, Romain, mais l'erreur de ta question. Ça peut arriver, même au meilleur. Mais c'est que Roca, c'est pas ok, on a vu Roca, il a fait 6 mois. Non, cette saison, c'est encore la saison de Roca. Il doit confirmer à ce niveau-là. Youssouf Sarri, pareil, ok, il a fait 2-3 très bonnes rentrées l'an dernier en fin de saison. Est-ce qu'il y a un joueur dont on n'a pas encore parlé sur le Phocéen et qui pourrait exploser cette saison, faire quelque chose, faire parler de lui comme Roca l'a fait l'année dernière? Eh bien écoute, de l'autre côté, c'est pas mal, de l'autre côté, on en parlait aussi l'an dernier, mais il peut vraiment confirmer et franchir un palier, c'est le latéral droit, Ali Abdallah Mohamed, qui je pense a vraiment fait vraiment un très bon début de saison, et c'est pareil, c'est un élément en devenir qui peut être très intéressant. Le frappeur, il fait jouer 4 éléments qui sont nés en 2000 sur le dernier match. Il a fait jouer, il y a le petit Nassim Ahmed, Lucas Perrin aussi derrière encore, t'as Lucas Perrin derrière, mais t'as des mecs qui sont nés en 2000. Et les mecs, tu as Christian Pelé, tout ça, tu vois ces mecs-là, tu as l'impression qu'ils sont dans U13. C'est une recrue du coup, non? C'est une recrue cette saison de Nassim Ahmed. C'est un jeune, voilà. Tu le vois, tu as l'impression qu'il a 12 ans. Il joue en national face à des Golgoth d'1m90. Du coup, des égos que j'ai pu avoir, si j'en ai eu un petit peu, c'est ce jeune-là. Alors tu vois, parce que j'ai pas encore eu l'occasion malheureusement cette année d'aller voir par rapport à la saison dernière où j'avais vu pas mal de choses. Là, cette année, j'ai pas eu, mais c'est ce jeune-là qu'on a parlé. J'ai l'impression que son protège tibia, ça lui fait la jambe. Il paraît que vraiment, footballistiquement, c'est très bon. Milieu offensif. Ils ont recruté aussi un attaquant, Ben Fred, je crois aussi, un jeune attaquant aussi devant, Ben Fred. Encore. C'est encore plus jeune. Allez, ce sera la dernière question. Qui sera puni et devra y répondre autour de la table? J'ai envie de punir Babou quand même, mais ça sera DJ Soon. Non, ça sera Babou. Non, c'est mieux. Parce qu'alors là, ça sera les féminines. Alors Babou, tu as suivi évidemment le mercato des féminines. L'OM a enregistré 7 arrivées. Déjà lesquelles? Vas-y. Non, je plaisante. J'ai vu la petite Sissoko là qui va être prise. La petite. Enfin la petite, ouais. Il y a des jeunes qui arrivent de Paris, je crois. Que vaut cette équipe, Babou? Ça a été vraiment la plus mauvaise joueuse de leur première journée de championnat. Ah ouais. Je comprends pas comment elle est sélectionnée en équipe de France. Bon, j'espère que c'était un accident ce premier match pour elle. Bon, évidemment, on n'a pas tous suivi les féminines, donc c'est compliqué ce que je te demande. On a quand même le meilleur entraîneur de la dernière édition. Et non des moindres, non, je fais totalement confiance, parce que l'année dernière, mine de rien, je pense qu'il avait peut-être à sa disposition des jeunes filles de talent, Parra, mais quand même, il a su en tirer vraiment l'essentiel, et je pense qu'avec ces arrivées-là, on va pas encore concurrencer Lyon et le PSG, mais je pense qu'on va s'installer durablement juste derrière. Ouais. Moi, je regarde. Il y a Montpellier aussi où il y a beaucoup de. C'est pas non plus des recrues. C'est pas tout ouf. Hein. C'est connaissant Christophe Parra, honnêtement, ce qui ressort de ces équipes, ça a l'air bête de dire ça, mais c'est le collectif. Toujours. C'est des blocs tactiquement, c'est des filles qui vont faire un travail énorme, et ça joue sur une saison. Bon, juste c'est très difficile. Elles ont perdu 2 joueuses majeures, donc il fallait qu'elles recrutent. Elles ont perdu l'attaquante qui est partie à la retraite, Sandrine Bretigny, et elles ont perdu la gardienne. Donc fallait déjà prendre une gardienne du même niveau, donc ça a été le cas. Canadienne, et puis en attaque, ils n'ont pas encore forcément trouvé la perle rare. Il y a beaucoup de paris, et notamment la petite islandaise là. C'est ça. Qui est, voilà. Mais c'est pour répondre à la question. Beaucoup de petites. Je vous jure, elles vous font 2 fois, les gars. Non, avec les petites. Pas l'islandaise. L'islandaise, elle nous fait pas. Par contre, la première peut-être. Et d'ailleurs, on souligne que, excuse-moi, mais Awa Sissoko dont tu parlais, a été appelée en équipe de France pour la première fois, certainement à l'issue du match à l'Aubert. Je pense pas que ce soit. Elle était pas là pour Indiac. Elle est pas venue voir le match. Je pense pas, parce que c'était pas un match. Romain, pour finir, parle-nous de ce nouveau magazine, Phocéenne. Phocéenne, c'est parti d'un constat l'an dernier, ça vous a pas échappé, les féminines de l'OM ont battu le PSG, on a vu beaucoup de tapage médiatique derrière. Ah ouais, c'est génial, d'un coup des gens qui se réveillaient et qui avaient une passion de l'équipe féminine, alors qu'avant ils savaient même pas ce que c'était. Donc nous on s'est dit, on va attendre la saison prochaine, de les suivre vraiment sur la saison, de faire un truc en profondeur, de pas se contenter d'un résultat. Puis on a testé un concept, l'interview croisée entre les joueurs. Ça n'a pas forcément
bien marché sur la première, mais c'est difficile. Il faut qu'elles s'y mettent. C'est un Après, exercice difficile. Je suis persuadé qu'elles vont y mettre aussi du leur parce bien que on entend tout le temps le football féminin réclamer plus de médiatisation, donc elles vont forcément jouer le jeu de et on est ravis de leur en donner en tout cas. Et évidemment. Après, tu parlais de cette saison. Je pense que ça va être très difficile pour elles parce que tu fais 4e un peu contre toute attente. Tu es promu et tu fais 4e. C'est une belle saison. Et ben, je pense que maintenant, avec ce recrutement un peu à l'international, les autres équipes, je l'ai vu là avec l'équipe de Guingamp, s'attendent à beaucoup plus de l'Olympique de Marseille. Se disent, c'est l'OM, c'est clairement, l'OM. tu peux pas faire plus que 4e. Déjà, tu peux pas faire plus de 4e, mais ça va être très compliqué cette année. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dire finalement on laisse tomber, c'est nul, on a fondé l'espoir pour rien. C'est une saison très difficile. Voilà, il faut faire le dos rond cette année, je pense, et si attendre. Tu fais 4-5, c'est très 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 bien. Il y a un sacré travail par contre si qui est fait à l'échelon du dessous avec les moins de 17, je crois. Je sais aussi qu'il y a je connais des gens qui travaillent aussi à ce niveau-là. Et il y a de très bonnes joueuses qui gagnent des matchs par des scores. On a prolongé un peu, mais c'était intéressant de parler des féminines. On va essayer de le faire de plus en plus souvent. Soun, juste pour finir, ça t'intéresse toujours pas ? Le foot féminin, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. J'ai le droit. Je pense que n'y voyez aucun machisme de ma part. Quand j'ai dit que c'était la dernière question et qu'ils ont eu affiché féminine, mais bon, pour ceux qui sont restés, on vous remercie. En tout cas, merci Soun d'avoir été merci à vous. Avec nous. Babou, Romain, on vous retrouve très vite. Kevin également, à bientôt. Je sais que tu vas suivre d'un œil attentif la Talk Academy. Prochain épisode samedi 20h. Voilà pour la suite des sélections. On retrouve Soun au Pierce avec des joueurs. C'est quoi, vendredi soir? Ouais, demain soir au Patio des Docks. Voilà, avec Rod Fanny, Henri Bédimo qui seront là à tes côtés. Cabella, malheureusement, ne te verra plus, ça me fait mal. C'est triste, avec ces petits signes d'un chanteur marseillais connu. Il a bon goût, Cabella. Et voilà. Donc, Julien de Saint-Jean. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci de nous avoir suivis. Merci à Rémi et Nicolas à la réalisation de cette émission et aux réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve dès lundi pour décrypter ce qui s'est passé dimanche soir au Vélodrome. Salut.